Les 3 premières heures du vol avaient été calmes. Puis, une turbulence soudaine et une annonce étrange ont retenti. Nous requérons votre attention. L'avion est désormais sous notre contrôle. Ibrahim Traoré avait dissimulé son identité en revenant de Paris au Burkina Faso. À bord de cet avion détourné, il était retenu en otage avec 182 passagers innocents. Les preneurs d'otages négociaient depuis le cockpit avec un médiateur. 10 millions de dollars et la libération de 3 prisonniers de la prison de la honte. C'était leur seule condition. Mais s'ils avaient su qu'Ibrahim Traoré était assis à la place 178, leurs exigences auraient été bien différentes. Le vol Air France AF 726 de Paris à Ouagadougou avait débuté comme un voyage paisible en après-midi. L'avion transportait principalement des touristes français, des hommes d'affaires et des Burkinabés rentrant chez eux. À la place 178, près du hublot, était assis un homme en vêtements simples, une chemise sombre, un jean bleu et des chaussures de sport. Il portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Personne ne savait qu'il s'agissait d'Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso. Après des réunions diplomatiques secrètes à Paris, il avait choisi de rentrer dans son pays sans attirer l'attention. Il estimait que les vols officiels, entourés de protocoles et annoncés à l'avance, présentaient trop de risques. L'avion survolait l'espace aérien malien lorsqu'une hôtesse de l'air, en servant des boissons chaudes, remarqua 4 passagers se lever. Elle crut d'abord à une dispute, mais elle aperçut alors un objet métallique scintillant. Une arme. Dans un instant de panique, l'hôtesse laissa tomber son plateau, renversant du thé brûlant. « Que personne ne bouge !» cria l'un des hommes en arabe avec un accent français. « Nous avons pris le contrôle de l'avion. Suivez nos instructions et personne ne sera blessé. » Ibrahim Traoré observa la situation avec calme. Grâce à sa formation en sécurité et son expérience militaire, il savait que les premiers instants d'une telle crise étaient cruciaux. Les armes étaient sorties, la panique se propageait, et la violence pouvait être utilisée pour établir le contrôle. 2 des preneurs d'otages se dirigèrent rapidement vers le cockpit. Les 2 autres se placèrent à l'avant et à l'arrière de la classe économique, surveillant les passagers. Certains pleuraient en silence, d'autres priaient, quelques-uns s'accrochaient à leur téléphone. « Nous allons collecter vos téléphones, tablettes et appareils électroniques », annonça l'homme à l'arrière. « Ne résistez pas, sinon les conséquences seront graves. » Traoré glissa discrètement son téléphone dans la poche latérale du siège. Les preneurs d'otages n'avaient pas encore organisé une collecte systématique des appareils. Ils tentaient d'instaurer un contrôle chaotique. L'un des hommes, revenant du cockpit, se planta devant les passagers. « Écoutez-moi. Cet avion est sous notre contrôle. Nos exigences sont simples, 10 millions de dollars et la libération de 3 prisonniers de la prison de la honte en France. Si nos demandes sont satisfaites, vous pourrez tous rentrer chez vous. » Traoré scruta les yeux de l'homme. Il était tendu, anxieux, mais déterminé. Ce n'était pas un terroriste professionnel, mais plutôt un individu motivé par une idéologie. Les heures commencèrent à s'écouler. L'avion, déviant de sa trajectoire habituelle, tournait en rond au-dessus du Mali. Le pilote, sous les ordres des preneurs d'otages, maintenait l'appareil en vol pour gagner du temps dans les négociations. Ibrahim Traoré observait les passagers autour de lui. À ses côtés, une femme burkinabé âgée tremblait. Quelques rangées plus loin, une mère tentait de calmer ses 2 jeunes enfants. De l'autre côté de l'allée, 3 hommes d'affaires français chuchotaient nerveusement. « Ne vous inquiétez pas », murmura Traoré à la femme âgée. « Tout ira bien. »« Vous êtes burkinabé, n'est-ce pas, mon fils ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, mère. »« Nous rentrerons tous chez nous », répondit Traoré avec assurance. Un preneur d'otages sortit du cockpit et commença à parler à un autre. Traoré perçut leur tension, même à distance. Quelque chose n'allait pas soudain, l'un d'eux saisit un passager, un Français d'âge moyen, et le traîna vers le cockpit. « Les négociations ne sont pas prises au sérieux », cria-t-il. « Peut-être qu'en envoyant un otage, ils écouteront plus attentivement. » À cet instant, Ibrahim Traoré dut prendre une décision. Il pouvait révéler son identité et se proposer comme otage de valeur, ce qui pourrait sauver les autres passagers, mais risquerait de plonger son pays dans une crise diplomatique majeure. Ou il pouvait rester silencieux et attendre l'évolution de la situation. Traoré se leva, mais avant de dévoiler qui il était, il choisit de tenter une dernière manœuvre. « Arrêtez », lança-t-il d'une voix forte mais posée. « Vous savez que les négociations prennent du temps.
des décisions précipitées peuvent entraîner de graves conséquences pour tout le monde. Le preneur d'otage le regarda, surpris, et pointa son arme sur lui. « Qui es-tu pour me dire quoi faire ?»« Je ne suis qu'un passager, » répondit Traoré calmement. « Mais je sais comment fonctionnent les négociations. Recourir à la violence complique vos objectifs. » L'homme hésita un instant, puis s'approcha. « Pourquoi es-tu si confiant ? » « Qui es-tu » demanda-t-il, l'arme toujours braquée. « J'ai travaillé comme diplomate, » dit Traoré sans mentir. « Je connais les processus d'accord. Si vous voulez, je peux aider avec les négociations. » Le preneur d'otages réfléchit, puis consulta rapidement ses complices en arabe et en français. Leur chef apparent finit par acquiescer. « D'accord, diplomate, dit-il d'un ton moqueur. Montre-nous tes talents. Viens dans le cockpit. » Traoré se leva calmement, sans quitter les preneurs d'otages des yeux. Les passagers l'observaient avec anxiété. La femme âgée qu'il croisa murmura « Que Dieu te protège, mon fils. » En entrant dans le cockpit, Traoré trouva le pilote et le copilote aux commandes, l'air épuisé et tendu. L'un des preneurs d'otages gérait les communications radio. « Qui est-ce » demanda l'homme à la radio en voyant Traoré. « Un diplomate » répondit le chef des preneurs d'otages. « Il va aider avec les négociations. » Le négociateur français à la radio sembla méfiant. « Est-ce un piège ? Vous avez pris un otage ? » « Non » répondit Traoré d'une voix posée. « Je suis juste un passager qui souhaite une résolution pacifique. Je veux que tout le monde rentre chez soi sain et sauf. » Ibrahim Traoré réfléchissait à sa prochaine action. Il devait comprendre les motivations des preneurs d'otages. « D'abord, tout le monde doit rester calme » dit-il aux négociateurs et aux preneurs d'otages. « Quel est l'objectif ? La libération de 3 prisonniers et de l'argent, correct ? » « Oui » confirma le chef. « Nos frères sont détenus à la honte. Nous voulons leur retour. »« Qui sont ces frères » demanda Traoré prudemment. « Malik Alzim, Riyad Amudi et Omar Benani » répondit le chef. « Ce ne sont pas des terroristes, mais des combattants de la liberté. Ils ont été accusés d'avoir soutenu la révolte touareg au Mali. » Traoré reconnut immédiatement ces noms. Les 3 hommes étaient accusés d'attaques contre des installations militaires françaises, mais ils étaient aussi devenus des figures symboliques de la protestation contre les activités néocoloniales françaises en Afrique de l'Ouest. « Je comprends » dit Traoré. « Et à quoi sert l'argent ? » « Pour continuer la lutte » répondit le chef. « Jusqu'à ce que la présence française en Afrique cesse. » Traoré saisit la motivation idéologique de ces hommes. Les sentiments anticoloniaux étaient forts en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Lui-même partageait certaines de ces idées, mais pas à travers la violence. « Puis-je connaître vos noms » demanda-t-il. « Je suis Youssef » répondit le chef. « Voici mes frères Hakem, Djamal et Ahmed. » « Youssef » dit Traoré, « je peux aider avec les négociations, mais quel est votre objectif ? Les prises d'otages sont souvent longues et complexes. Les gouvernements, surtout la France, veulent éviter de céder au terrorisme. »« Nous ne sommes pas des terroristes » rétorqua Youssef, furieux. « Nous voulons la justice. Nous luttons contre les colonialistes qui saignent l'Afrique. » Traoré hocha la tête. « Je vous comprends. Avez-vous envisagé une autre voie ? Peut-être une déclaration politique ou une plainte auprès d'une cour internationale. » « Nous avons essayé » répondit Youssef amèrement. « Personne n'a écouté. Mes frères sont en prison depuis 7 ans. Nous ne pouvions plus attendre. » Traoré élaborait sa stratégie. Ces hommes n'étaient pas des terroristes professionnels, mais des jeunes motivés par l'idéologie et le désespoir. Peut-être pouvait-il les convaincre. « Quel est votre plan ? Même si vos exigences sont satisfaites, comment vous échapperez-vous ? Y avez-vous pensé ? » Youssef et ses complices se regardèrent. Leur plan n'était pas abouti. « Nous prévoyons d'atterrir au Mali et de passer la frontière, » dit Youssef, peu convaincu. « Ils vous attraperont immédiatement, » rétorqua Traoré. « Des forces spéciales seront prêtes à l'atterrissage. » Traoré perçut l'incertitude dans les yeux de Youssef. « Mais il y a peut-être une autre solution, » poursuivit-il. « Je peux servir de médiateur. Nous pourrions porter la situation des prisonniers sur une plateforme internationale sans violence. » « Il est trop tard, » dit Youssef. « Nous avons choisi cette voie. Pas de retour en arrière. Il y a toujours un retour possible,
répondit Traoré, baissant la voix. Mais d'abord, les passagers doivent être en sécurité. À cet instant, la voix du négociateur français résonna à la radio. Youssef, nous évaluons vos demandes, mais nous avons besoin de temps pour établir la confiance. Peut-être pourriez-vous libérer des otages. Les enfants, les personnes âgées. Youssef réfléchit, puis acquiesça. D'accord, nous pouvons libérer les enfants et les personnes âgées. Mais d'abord, je veux du carburant. L'avion en aura besoin pour atterrir. Organisons le ravitaillement à Bamako, proposa le négociateur. Dirigez-vous vers l'aéroport de Bamako. Là, vous pourrez libérer les enfants et les personnes âgées. Youssef accepta. Traoré voyait l'inexpérience de l'homme. Atterrir à Bamako signifiait perdre le contrôle. Des forces spéciales seraient sur place, et une opération serait inévitable. L'avion changea de cap vers Bamako. Ibrahim Traoré, toujours dans le cockpit, observait Youssef et ses complices. Leur tension croissait. « Êtes-vous sûr de cela » demanda Traoré calmement. « En atterrissant à Bamako, vous perdrez le contrôle. »« Que veux-tu dire » répondit Youssef, suspicieux. « À l'atterrissage pour le carburant, des forces spéciales seront prêtes. Ce sera la fin pour vous et vos amis. » La peur se dessina dans les yeux de Youssef. « Que proposes-tu alors » Traoré savait que ce moment était décisif. Première étape, changer de route. Dirigez-vous vers le Niger, pas le Mali. Là, l'influence française est moindre. Deuxièmement, concernant les otages, vous avez dit que vous libéreriez les enfants et les personnes âgées. Faisons-le, mais restez en vol. Troisièmement, définissez des exigences réalistes, meilleures conditions pour les prisonniers, procès équitables, etc. Youssef réfléchit. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Peut-être es-tu un agent français. Traoré sourit. Je suis africain, comme toi. Et crois-moi, je partage tes idées sur le rôle de la France en Afrique. J'ai simplement des méthodes différentes. Les suggestions logiques de Traoré semblèrent impressionner Youssef. Il quitta le cockpit pour consulter ses complices. Ibrahim se retrouva seul avec le pilote et le copilote. « Qui êtes-vous vraiment » murmura le pilote. « Un Français ?»« Juste un passager qui veut t'aider » répondit Traoré. « Non, vous êtes différent » insista le pilote. « Vous parlez comme quelqu'un avec une formation militaire. » Traoré se contenta de sourire. Quelques minutes plus tard, Youssef et ses complices revinrent. « Nous acceptons ton plan » dit Youssef. « Nous irons au Niger. Nous resterons en vol et libérerons les enfants. » « Comment » demanda Traoré. « Que veux-tu dire, comment » répondit Youssef. « Comment libérerez-vous les enfants en vol » expliqua Traoré. « Allez-vous les jeter avec des parachutes » L'expression de Youssef montra qu'il n'avait pas pensé à ce détail. « Peut-être pouvons-nous établir la confiance autrement » suggéra Traoré. « Par exemple, filmer une vidéo prouvant que les enfants et les personnes âgées vont bien, et l'envoyer. » Youssef trouva l'idée logique et accepta. Ibrahim Traoré gagnait peu à peu sa confiance. Il était clair que Youssef n'avait pas anticipé tous les détails de cette opération. « Nous allons au Niger, pas au Mali » annonça Youssef au négociateur par radio. « Et nous voulons envoyer une vidéo montrant que les enfants vont bien. » Le négociateur parut surpris par ce changement soudain. « Je comprends. Mais tous les préparatifs étaient à Bamako. »« Les plans ont changé » répondit Youssef sèchement. Nous prendrons du carburant à Niamey. Nous restons en vol jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Traoré, à côté de Youssef, murmura, « Maintenant, il faut rassurer les passagers. Vous ne voulez pas créer de panique. Peut-être distribuer de l'eau, de la nourriture, un geste de bonne volonté. » Youssef réfléchit et approuva. De retour en cabine, il ordonna à 2 de ses hommes de distribuer de l'eau et des collations. En parallèle, il demanda de rassembler les enfants à l'avant pour filmer une vidéo prouvant qu'ils allaient bien. Quand Traoré revint en cabine, il croisa les regards effrayés des passagers. La femme âgée à ses côtés le regarda avec anxiété. « Que se passe-t-il, mon fils » demanda-t-elle. « Les négociations avancent » répondit Traoré calmement. « N'ayez pas peur. Nous allons dans la bonne direction. Les enfants vont être filmés pour montrer qu'ils vont bien. » Les enfants et leur mère furent conduits à l'avant de l'avion. Il y avait 6 enfants, le plus jeune avait 3 ans, le plus âgé 11 ans.
Tous semblaient terrifiés. Leur mère tentait de les apaiser. Traoré s'avança et s'approcha des enfants. S'agenouillant à leur hauteur, il dit d'une voix douce, « Bonjour, je m'appelle Ibrahim. Comment vous appelez-vous » Les enfants, hésitants, donnèrent leur nom. Traoré écouta chacun et sourit. « Vous avez peut-être un peu peur, mais tout ira bien, dit-il. Maintenant, on va jouer à un jeu. Nous allons filmer une vidéo pour montrer que vous allez bien. Comme ça, vous pourrez bientôt rentrer chez vous. » Les enfants semblèrent touchés par l'attitude calme et rassurante de Traoré. Ils se détendirent peu à peu. Traoré se tourna vers Youssef. « Il est important de les rassurer, dit-il. Des enfants effrayés, des mères paniquées, cela rend la situation plus difficile. » Youssef acquiesça. « As-tu déjà vécu cela » demanda-t-il, curieux. « J'ai suivi une formation en gestion de crise » répondit Traoré, disant la vérité sans révéler son identité. La vidéo fut tournée. Sous la guidance de Traoré, les enfants firent un signe à la caméra et dirent qu'ils allaient bien. La vidéo fut envoyée aux négociateurs. Les heures passaient. L'avion tournait dans l'espace aérien nigérien. Le carburant diminuait lentement. Ibrahim revint auprès de Youssef. « Et maintenant ? Le carburant est limité. L'heure des décisions approche. » Youssef semblait inquiet. « Que ferai-je s'il n'accepte pas mes demandes ?» Réfléchis, dit Traoré. « Que veux-tu obtenir ? La libération de tes frères ? Ce n'est pas réaliste, mais peut-être améliorer leurs conditions. Un procès équitable. Des observateurs internationaux. Cela pourrait être envisageable. » Youssef réfléchit à ces paroles. « Peut-être as-tu raison. Mais si je recule maintenant, tout aura été vain. » « Non, » répondit Traoré. « Tu ne recules pas, tu changes de stratégie. Tu agis plus intelligemment. » À cet instant, la voix du négociateur français revint à la radio. « Youssef, une mise à jour. Il a été convenu de former une commission pour examiner la situation des prisonniers. Des mesures seront prises pour améliorer leurs conditions, mais leur libération n'est pas possible pour le moment. » Youssef regarda Traoré. « Que dois-je faire ? » « C'est un début, » dit Traoré. « Maintenant, négocie les conditions pour un atterrissage sécurisé et la libération des otages. » « Et nous » demanda Youssef, la peur dans la voix. « Que va-t-il nous arriver ?» Traoré comprit que cet homme n'avait pas pleinement anticipé les conséquences de son action. Ce n'étaient pas des terroristes professionnels, mais des jeunes motivés par l'idéologie. Si vous résolvez la situation pacifiquement, cela jouera en votre faveur au tribunal, dit-il. Vous n'avez pas utilisé la violence. Vous n'avez blessé personne. C'est important. Youssef et ses complices discutèrent entre eux. Enfin, Youssef acquiesça. D'accord, dit-il à la radio. Vous promettez une commission et de meilleures conditions. Maintenant, discutons d'un atterrissage sécurisé et de notre situation. Le négociateur sembla soulagé. Bien sûr, vous pouvez atterrir à Niamey. La sécurité de tous sera garantie. Traoré intervint. Attendez. Si vous atterrissez à Niamey, des forces spéciales vous attendront. Vous ne devez pas prendre ce risque. Alors, que suggères-tu ? Demanda Youssef. À la place de Bamako, atterrissez à Ouagadougou, dit Traoré. Au Burkina Faso, vous pourrez poursuivre les négociations. C'est un terrain plus neutre. Youssef parut méfiant. Pourquoi le Burkina Faso ? N'est-il pas sous l'influence française ? Traoré sourit. Non, plus maintenant. Le Burkina Faso suit une politique indépendante. L'influence française y a diminué. Alors que l'avion approchait d'Ouagadougou, Traoré se prépara pour la phase finale. Youssef, dit-il, à l'atterrissage, vous serez entouré par des forces. Mais si vous vous rendez pacifiquement, vous ne serez pas blessé. Ils nous emprisonneront, répondit Youssef. Oui, mais vous vivrez, et vous aurez une chance d'améliorer la situation de vos frères. Youssef finit par acquiescer. Atterrissons et libérons les otages. L'avion atterrit à l'aéroport d'Ouagadougou. Les forces spéciales étaient visibles mais n'approchaient pas. D'abord, les enfants et les personnes âgées furent autorisés à descendre. Je vais partir aussi maintenant, dit Traoré à Youssef. Pourquoi ? Comment peux-tu encore nous aider ? C'était l'heure.
Traoré retira ses lunettes et sa casquette. Parce que je suis Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Le visage de Youssef passa du choc à l'horreur. Impossible. C'est vrai, répondit Traoré calmement. Et maintenant, je veux vous aider. Si vous vous rendez pacifiquement, je garantis votre sécurité. Vous aurez un procès équitable au Burkina Faso. La main de Youssef se rapprocha de son arme. Peut-être devrions-nous vous garder. Le plus précieux des otages. Tu pourrais, dit Traoré sans peur. Mais réfléchis à ce qui suivrait. Dehors, les forces spéciales du Burkina Faso spécial attendent. Attenter à un chef d'État ne se terminerait pas bien pour vous. Après un long moment, Youssef posa lentement son arme. Que devons-nous faire? Déposez vos armes, libérez les otages et sortez de l'avion pacifiquement avec moi. Je vous promets qu'on ne vous fera pas de mal. Youssef et ses complices acceptèrent à contre-cœur. Les passagers furent informés qu'ils pouvaient descendre en sécurité. Ibrahim Traoré ouvrit la voie, suivi de Youssef et de ses compagnons. À sa sortie de l'avion, les forces spéciales furent stupéfaites de voir leur président. « Monsieur, vous étiez dans l'avion » s'exclama un officier. « Oui, dit Traoré calmement. Et j'ai garanti la sécurité de ces hommes. Ils se rendent pacifiquement. » Quelques heures plus tard, Traoré tint une conférence de presse au palais présidentiel. « Aujourd'hui, dit-il, nous avons vu la différence entre le terrorisme et la diplomatie. Ces jeunes hommes ont tenté de défendre une cause juste avec des méthodes erronées, mais au final, le dialogue et la compréhension l'ont emporté. » Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas révélé son identité plus tôt, Traoré répondit « Révéler mon identité aurait pu compliquer la situation. Mon objectif était d'éviter toute perte de vie, et nous y sommes parvenus. » Un journaliste lui demanda ce que cette expérience lui avait appris. « La violence n'est jamais la solution, répondit Traoré. Le dialogue, la compréhension et l'empathie sont nos armes les plus puissantes. Un dirigeant doit vivre parmi son peuple, comme l'un d'eux. La véritable force ne réside pas dans les murs d'un palais, mais dans le cœur des citoyens. » À la fin de la conférence de presse, le monde entier discutait du courage et de la sagesse d'Ibrahim Traoré. Une crise s'était transformée en une leçon de leadership. Une fois encore, le Burkina Faso brillait comme un symbole de l'honneur et de l'indépendance africaine.